Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. L'ostéoporose, c'est une maladie diffuse du squelette qui concerne l'ensemble du squelette à l'exception de la colonne cervicale, des os du crâne qui ne sont jamais concernés et des petits os des doigts et des orteils. Mis à part ça, l'ostéoporose touche tout le squelette. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une raréfaction, c'est une diminution de la masse osseuse. Et à cette définition quantitative de l'ostéoporose, il y a également une définition qualitative, c'est une altération de l'architecture de l'os normal. L'os qui est à l'intérieur des vertèbres, qui est une zone extrêmement fragile dans l'ostéoporose, cet os, c'est comme des rayons de miel dans une ruche, ce sont des travées qui sont reliées les unes aux autres, et dans l'ostéoporose, ces travées sont rompues, elles sont amincies, elles sont perforées, et ces altérations de la microarchitecture, qui s'accompagnent bien entendu d'une diminution de quantité de l'os, font que l'os se fragilise et qu'il se casse plus facilement. Et tout le problème de l'ostéoporose, c'est ça, c'est que c'est une véritable maladie dont les complications sont la survenue de fractures, essentiellement des vertèbres, du poignet et des cols des fémurs. C'est une maladie qui est essentiellement féminine et accessoirement masculine. Pourquoi ? Parce que dans la vie d'une femme, il y a un événement qui s'appelle la ménopause, vers la cinquantaine, qui correspond à l'interruption de la production par les ovaires de certaines hormones qu'on appelle les œstrogènes. Et ce tarissement œstrogénique fait que l'os ne peut plus progresser, ne peut plus croître normalement. Et donc, à ce moment-là, il y a un appauvrissement osseux et risque de fracture. Chez l'homme, il n'y a pas l'équivalent de la ménopause. L'andropause n'existe pas chez l'homme. Et il y a une ostéoporose, bien entendu, mais qui est surtout liée à l'avancement dans la vie et qui se trouve chez les hommes les plus âgés. L'ostéoporose est un véritable problème de santé publique parce que c'est une pathologie extrêmement fréquente et un des grands facteurs de risque, il y en a beaucoup, mais un des grands facteurs de risque de l'ostéoporose, c'est l'âge. Or, rançon du succès des techniques médicales et des traitements, l'allongement de la durée de vie est une réalité. Et l'allongement de la durée de vie s'accompagne d'une augmentation de fréquence de l'ostéoporose. Alors, il est très important de comprendre que l'ostéoporose est une maladie très particulière parce que silencieuse en réalité. C'est-à-dire que si elle ne se complique pas de fracture, donc pendant un certain temps elle évolue sans fracture, aucun symptôme ne permet de savoir qu'il y a une ostéoporose. Alors si on a des douleurs, pardon. Ce n'est jamais l'ostéoporose, c'est toujours l'arthrose, qui sont deux pathologies entièrement différentes, rien de commun, si ce n'est le terrain de survenue qui est la personne plutôt âgée, dirons-nous. C'est vrai qu'arthrose et ostéoporose ne sont pas des pathologies des sujets jeunes. Mais mis à part ça, l'ostéoporose est une maladie de l'os, vous l'avez bien compris, et l'arthrose est une maladie du cartilage, et entre ces deux tissus-là, il n'y a pas de caractère commun, en dehors du fait que les cartilages recouvrent les extrémités osseuses. L'arthrose, ça fait mal, l'ostéoporose, ça ne fait pas mal, d'où le problème, parce que si on ne la dépiste pas systématiquement, elle évolue silencieusement, et finalement, l'ostéoporose ne fait mal que lorsque ces complications surviennent, c'est-à-dire des fractures. Une fracture du poignet chez une patiente en post-ménopause, au-delà de la cinquantaine, c'est un signe d'alarme évident pour faire un dépistage densitométrique de l'ostéoporose. Donc par densitométrie osseuse, on y reviendra. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait pas de dépistage densitométrique à l'occasion d'une fracture du poignet chez une femme de 50-60 ans, c'est criminel. Je dis clairement. En effet, cette fracture-là est une fracture très précoce dans l'évolution de la maladie ostéoporotique, à telle enseigne qu'on l'appelle souvent la fracture sentinelle. C'est la fracture qui commence, qui témoigne de l'entrée dans la maladie ostéoporotique fracturaire grave. La fracture du poignet d'une jeune fille de 15 ans qui s'est mal reçue au cheval d'Arçon n'est pas une fracture ostéoporotique. La fracture ostéoporotique, c'est la fracture de la femme de la cinquantaine qui marche un peu vite, qui fait un faux pas, qui trébuche et qui se reçoit sur les poignets
Et le poignet étant à ce moment-là en hyperextension sur le sol, et il y a une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Ça, c'est la fracture ostéoporotique. Et au-delà de ça, finalement, les fractures du poignet deviennent plus rares au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, bizarrement, alors que l'ostéoporose s'aggrave, parce que les chutes chez les femmes les plus âgées ne se font pas comme ça avec une réception sur le sol, sur les poignets, mais ce sont des chutes dites de sa hauteur, c'est-à-dire des traumatismes mineurs, de basse énergie, et c'est là qu'on risque de se fracturer non pas le poignet, mais le col du fémur. De façon très simple à imager, considérons que le squelette est un toit, le toit d'une maison. Un toit d'une maison, c'est quoi? C'est une charpente sur laquelle on va mettre des tuiles, et ces tuiles sont fixées à la charpente par un enduit, des clous, ce que vous voulez. Reprenons donc cette comparaison avec le squelette. Le squelette, il est fait d'une charpente qui est une trame, faite de milliards de petites chaînes de collagène, qui est une protéine. Les tuiles, ce sont les cristaux de calcium qui vont se fixer dessus. Et le ciment qui va fixer ces tuiles sur la charpente en bois, c'est la vitamine D, qui en fait va permettre de fixer le calcium sur l'os. Et ces trois acteurs-là, calcium, trame de l'os et vitamine D, c'est un trio absolument indissociable. Si un de ces éléments-là manque, il y a une maladie osseuse. Donc le calcium c'est important, mais il faut bien dire une chose, c'est que le calcium en réalité, il y en a à peu près partout, en particulier bien sûr dans les produits laitiers, le lait et les produits laitiers, mais également dans les légumes verts, dans de nombreuses eaux minérales où on trouve du calcium à un taux important. Et ce qui va poser un problème bien plus que le calcium, c'est la vitamine D. Ça a été démontré maintes et maintes fois. La vitamine D, on en trouve très peu dans l'alimentation. Et en réalité, cette vitamine D, elle est synthétisée, elle est produite par le corps humain lui-même, dans la peau, dans les couches profondes de la peau, sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Et c'est cette vitamine D-là est bien plus importante que le calcium si on veut faire attention à un régime. Le seul problème, c'est que la vitamine D dans l'alimentation, c'est très rare. On en trouve essentiellement dans les poissons gras. L'huile de foie de morue de nos grands-mères avait son intérêt. Vraiment, c'était important. On sait qu'il y a un gradient nord-sud. Ne serait-ce qu'en France, il y a plus d'ostéoporose dans le nord, où l'ensoleillement est moindre, que sur la côte d'Azur. Et bizarrement, alors il y a un paradoxe, mais que vous allez très vite comprendre, c'est qu'on pourrait supposer qu'il y a moins d'ostéoporose dans les pays où l'ensoleillement est le plus important. Ainsi, par exemple, la vitamine D, on sait qu'en Europe, 60% des femmes en post-ménopause sont carencées en vitamine D. C'est beaucoup. Et on pourrait se dire, au Moyen-Orient, la carence doit être rare, puisqu'il y a beaucoup de soleil. Eh bien, c'est faux. 80% des femmes au Moyen-Orient sont carencées. Et pourquoi? Parce qu'elles sortent beaucoup plus couvertes, voire même voilées. La protection solaire est plus importante, et donc la production de vitamine D est moindre. Et c'est un problème. L'hérédité est très importante, à telle enseigne qu'un des plus importants facteurs de risque pour une femme à 50 ans d'avoir de l'ostéoporose, c'est un antécédent de fracture du col fémoral chez sa mère. Si votre mère s'est cassé le col du fémur, c'est pour vous un grand facteur de risque de faire une ostéoporose, de développer cette maladie et d'avoir vous-même des fractures, y compris du fémur. Donc l'hérédité est importante. Le dépistage, c'est un seul examen de nos jours qui est la densitométrie osseuse. C'est un examen qui utilise les rayons X, mais à des quantités très faibles. Ainsi, une densitométrie osseuse, c'est 10 fois moins irradiant qu'une radio de thorax. Il n'empêche que la seule contre-indication de la densitométrie osseuse, c'est la grossesse, puisqu'il y a quand même un peu de rayons X. Donc on ne doit pas faire de radio à une femme enceinte. C'est un examen qui dure à peu près un quart d'heure, qui est absolument indolore, on n'injecte rien du tout, et qui donne une idée très précise de la masse osseuse, donc qui donne une évaluation quantitative, absolument pas qualitative. La qualité de l'os, aucun examen de nos jours ne permet de l'appréhender en pratique quotidienne. Alors que la quantité d'os, la densitométrie osseuse, est un examen fiable maintenant et reproductible, c'est tout à fait entré dans les mœurs. Cet examen-là, en France, est un examen qui se fait très couramment, mais dont le remboursement par la sécurité sociale est assujetti à certaines conditions. En particulier, il faut qu'il y ait eu soit déjà une fracture, soit qu'il y ait des facteurs de risque bien identifiés. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais point de vue dépistage, tout ça est très clair. La densitométrie osseuse, s'il y a un doute, s'il y a un facteur de risque, on y va.
Pour ce qui est de la prévention de l'ostéoporose, c'est beaucoup plus compliqué. Et si je vous dis que la prévention de l'ostéoporose commence au premier jour de la vie, vous allez me trouver un peu bizarroïde. Mais c'est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en fait, c'est réellement dans les plus jeunes années que la prévention de l'ostéoporose doit être déjà entreprise. Puisque l'on sait que finalement, le capital osseux est acquis à 20 ans. À 20 ans, on a le maximum de masse osseuse que l'on aura dans toute son existence. Et de quoi dépend cette valeur maximale, qu'on appelle d'ailleurs le pic de masse osseuse? Il dépend pour 80% de la génétique, on en parlait, et pour 20%, ce qui n'est pas négligeable, des habitudes. Alors quand j'entends habitude, j'entends par là habitude alimentaire, donc le calcium, la vitamine D, l'ensoleillement, etc., et des habitudes de physique, c'est-à-dire que le sport, l'activité physique en général, est un élément essentiel pour acquérir ce capital osseux maximal, et ensuite, au-delà, pour le maintenir, pour le préserver, pour le maintenir à des chiffres intéressants, ne pas tomber dans les chiffres mauvais qui signifient un risque de fracture. Et cette activité physique-là, elle peut être de toutes sortes de nature, mais un des sports les plus intéressants en termes de masse osseuse, en termes de gains osseux, c'est la marche. Parce que c'est un sport à impact, c'est-à-dire qu'il y a contact entre les pieds, les membres inférieurs et le sol, et que ce contact-là entraîne un ébranlement du squelette, en particulier dans les zones à risque, que sont les hanches et la colonne vertébrale, lombaire et dorsale. Et cet ébranlement-là est un facteur de croissance osseuse. Alors ce que je n'ai pas dit qui est très important, c'est que, en fait, toute la physiologie osseuse se résume en quelque chose de très simple, c'est que l'os est un tissu vivant qui sans arrêt se détruit et se régénère. La destruction de l'os est le fait de cellules qu'on appelle des ostéoclastes, qui détruisent l'os ancien, et la réparation osseuse est le fait de cellules qu'on appelle des ostéoblastes. Bon. Et la physiologie de l'os, le fonctionnement de l'os est toujours un équilibre entre construction par les ostéoblastes et destruction par les ostéoclastes. S'il y a de l'ostéoporose, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et c'est ce qui se produit après la ménopause donc chez la femme. La carence, le déficit en oestrogène d'origine ovarienne fait que la destruction augmente et la construction diminue. Donc le bilan osseux est négatif et il y a perte osseuse et ostéoporose. Et tous les médicaments qu'on verra peut-être qu'on utilise dans l'ostéoporose agissent sur l'un ou les deux de ces acteurs. Il y a des médicaments qui stimulent la construction par les ostéoblastes, des médicaments qui inhibent, qui réduisent la destruction osseuse par les ostéoclastes, et des médicaments qui agissent en augmentant la construction et simultanément en diminuant la destruction. Alors j'ai une question plus liée à la population qui nous regarde, essentiellement la population d'origine maghrébine. Est-ce que le nombre de grossesses peut avoir une incidence sur l'ostéoporose? Ça serait une bonne question dans la mesure où le squelette du fœtus se construit, je ne dirais pas au détriment, mais à côté du squelette de la mère quand il est dans l'utérus. Et on a pensé longtemps que la grossesse et l'allaitement d'ailleurs aussi étaient un facteur d'appauvrissement en calcium du squelette de la mère. Eh bien, il n'en est rien. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui ont montré que le nombre de grossesses et la période d'allaitement n'importaient pas sur le risque d'ostéoporose ultérieure. Ce qui est tout à fait une bonne nouvelle. Mais quand il y a une perte de taille, il y a déjà ostéoporose fracturaire. C'est-à-dire qu'en fait, la perte de taille est liée aux fractures vertébrales, ce qu'on appelle dans le langage courant des tassements de vertèbres. Les tassements de vertèbres, ce sont des fractures, ni plus ni moins. Et la perte de hauteur des vertèbres, surtout lorsqu'elles se répètent à plusieurs vertèbres, entraîne à terme une perte de taille. Donc, c'est vrai qu'au-delà de 50 ans, une visite médicale en médecine générale devrait comporter un passage à la toise. Alors ce qu'il faut dire, c'est que, passé 40 ans, on a le droit, entre guillemets, de perdre 1 cm par décennie. Autrement dit, à 70 ans, on a le droit de perdre 3 cm par rapport à 40 ans et avant. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale a des courbures normales, en particulier une syphose dorsale et une lordose lombaire, c'est une cambrure.
et qu'avec l'âge, ces courbures s'accentuent. Donc ce S italique devient un S qui se comprime progressivement, et il y a une perte de taille normale physiologique. Si la perte de taille excède 1 cm par décennie, il faut avoir à ce moment-là l'attention attirée sur le fait qu'il peut y avoir des fractures vertébrales, et à ce moment-là faire des radios de dépistage. Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais la dame en question a dû avoir mal au dos puisqu'il y a eu fracture. Dans l'ostéoporose, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue on se place, 2 tiers des fractures sont non symptomatiques. 2 tiers des fractures sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent aucune douleur lorsqu'elles surviennent. Douleur dans un autre membre, pas de... Rien. Elles surviennent spontanément et elles sont à ce moment-là de découverte fortuite. Et 2 tiers, c'est beaucoup. 2 tiers. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir le dépistage facile. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Donc effectivement, au-delà d'un certain âge, une femme post-ménopausée... La toise, les radios pour rechercher s'il y a une fracture qui serait passée inaperçue, et la densitométrie osseuse pour rechercher une ostéoporose manifeste. Et qui plus est quand on a une fracture en fait d'années... A fortiori. A fortiori quand il y a déjà une fracture, il faut absolument faire une densitométrie osseuse pour avoir des chiffres de référence avant la mise en route d'un traitement qui permettront ensuite la comparaison avant-après traitement, voir s'il y a eu un gain de masse osseuse. Alors on parle justement de traitement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'ostéoporose c'est une maladie dont on guérit ? Oui, tout dépend, enfin il faut nuancer le propos, tout dépend du stade auquel la maladie a été prise en considération. Si c'est une ostéoporose très avancée avec de nombreuses fractures, je dirais presque que la messe est dite. Ça veut dire que, enfin c'est mon credo, ça veut dire que réellement, si on veut rendre service à nos patientes, le dépistage de cette maladie doit être le plus précoce possible. Et si possible, avant même la première fracture. Et le dépistage systématique au moindre facteur de risque par la densitométrie osseuse est certainement quelque chose de très important maintenant. S'il y a déjà une fracture, c'est déjà plus difficile de revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle guérison d'ostéoporose ? Eh bien, c'est 2 choses. C'est la remontée des chiffres de masse osseuse. Autrement dit, on part d'une situation où la masse osseuse est faible et grâce à des traitements, on va la remonter et mettre la patiente au-delà des chiffres dangereux. Ça, c'est l'aspect, je dirais, radiologique, densitométrique. Et puis, beaucoup plus simplement, cliniquement, c'est l'absence de fracture sous traitement à partir du moment où il était débuté. Si une fracture survient en cours de traitement, c'est un constat d'échec. Les traitements, il y en a différentes classes, et si vous voulez, on va les passer en revue brièvement. Alors, il y a le fameux traitement hormonal de la ménopause, le traitement hormonal substitutif, qui a beaucoup fait couler d'encre parce qu'on l'a accusé d'entraîner des cancers du sein, d'entraîner un excès d'accidents vasculaires cérébraux et d'accidents cardiaques. Ça s'est confirmé ou pas ? Ça a été confirmé avec des doses élevées, de telle sorte que maintenant les gynécologues continuent à recourir à des traitements hormonaux pour essayer de gommer des effets climatériques, c'est-à-dire les troubles de la ménopause, les bouffées de chaleur, l'atrophie cutanée, etc. Mais ce sont des doses très faibles, qui n'ont pas de risque cancérogène particulier, encore qu'il faille surveiller régulièrement la mammographie, mais qui en tout état de cause pour nous rhumatologues sont complètement incapables d'éviter une ostéoporose si elle doit survenir. Les doses sont trop faibles. Donc, exit ce traitement hormonal qui n'est pas, de nos jours, aux doses utilisées, un traitement contre l'ostéoporose. Il y a ensuite des traitements que l'on appelle des bisphosphonates. Alors c'est un terme un peu compliqué. Très simplement, ce sont des molécules dont le but est d'inhiber, d'empêcher la destruction osseuse par les ostéoclastes, dont je parlais tout à l'heure, sans toucher à la construction par les ostéoblastes. Autrement dit, vous ne touchez pas à l'aspect synthèse, mais vous inhibez le plus possible le versant destruction. Donc, le bilan se positive, puisque vous continuez à construire gentiment et vous ne détruisez plus. Le bilan se positive, et effectivement, les densitométries osseuses, quand elles sont réalisées de façon itérative, tous les 3 ans à peu près, révèlent une augmentation des chiffres de masse osseuse, ce qu'on appelle le T-score, aussi bien en lombaire qu'en fémoral. Donc ça, ce sont les bisphosphonates. Il y a ce qu'on appelle les SERM. Alors les SERM, c'est une classe qui est très intéressante au plan intellectuel, je dirais, qui en termes d'efficacité sur l'os sont plus modestes que les bisphosphonates, il faut bien le dire,
Pourquoi c'est intéressant? Parce que les SERM, ce sont des médicaments qui font comme les œstrogènes sur l'os, mais l'inverse des œstrogènes sur le sein. Autrement dit, ça ferait comme un traitement hormonal sur l'os, mais ça ferait l'inverse d'un traitement hormonal sur le sein. Donc ça réduit le risque de cancer du sein. Et c'est vrai. Et c'est vrai que les SERM réduisent le risque de cancer du sein par rapport à une population de femmes ne prenant aucun traitement. Mais au point de vue osseux, et les SERM sont avant tout des traitements destinés à traiter l'ostéoporose, les gains en termes de masse osseuse et en termes d'efficacité antifracturaire sont quand même relativement modestes. Donc ce n'est pas une classe thérapeutique, disons que ce sont des médicaments que l'on réserve à des ostéoporoses tout à fait débutantes, sans grand risque. Là on parle de médicaments dont la prise est hebdomadaire, c'est ça? Alors en ce qui concerne les bisphosphonates dont je viens de parler, il y a des médicaments qui se prennent soit de façon hebdomadaire, une prise par semaine. Dans cette même classe de bisphosphonates, il y en a un qui se prend une fois par mois. Et plus récemment, il y en a un qui se prend une fois par an sous forme d'une perfusion intraveineuse qui peut se faire à domicile d'ailleurs. Voilà, c'est vrai, ça c'est très intéressant, une perfusion annuelle d'un quart d'heure, alors que les autres se prennent par voie buccale, disons, pour schématiser. Les SERM, qui sont l'Evista et l'Optruma, eux se prennent de façon quotidienne, mais il n'y a pas de contrainte de prise. Alors que les bisphosphonates, quand ils sont pris par voie buccale, donc j'enlève la perfusion annuelle, il y a des contraintes de prise dans la mesure où il faut les prendre le matin au réveil, alors c'est une fois par semaine vous me direz, mais enfin quand même, le matin au réveil, et il ne faut pas se recoucher ni s'alimenter dans la demi-heure qui suit cette prise. Ne pas se recoucher parce qu'il y a un risque de reflux du médicament de l'estomac vers l'œsophage et que ça peut brûler l'œsophage, ça s'appelle une œsophagite. Et ne pas s'alimenter parce que si on prend un aliment en même temps que le comprimé, il y a une mauvaise absorption des éléments actifs du comprimé qui font que l'effet est nul. Donc bisphosphonates, SERM, il y en a un qui s'appelle le ranelate de strontium, qui lui agit... Alors les SERM agissent aussi en diminuant l'activité ostéoclastique de destruction. Le protélose, le ranelate de strontium, lui agit à la fois en réduisant l'activité ostéoclastique et en augmentant l'activité de construction ostéoblastique. Donc très intéressant sur le papier. En termes de chiffres densitométriques et d'efficacité antifracturaire, je dirais que c'est à peu près comme les bisphosphonates, à peu près du même niveau. Lui se prend quotidiennement, le protélose, le ranelate de strontium, quotidiennement, 2 heures après la fin du dîner. Donc il ne faut pas se coucher tout de suite après. Alors il y a un médicament qui est tout à fait confidentiel, je dirais, parce que son usage est restreint aux ostéoporoses les plus sévères, c'est-à-dire aux patients qui ont déjà au moins 2 fractures de vertèbres, qui s'injectent tous les jours en sous-cutané, donc c'est quand même assez contraignant, et qui en plus coûte cher à la collectivité, et sur une durée maximale de 18 mois. Ce médicament, c'est le Forsteo, ou le tériparatide, pour la dénomination commune internationale, et donc dans le commerce, le Forsteo, un médicament très particulier, et c'est vraiment, sur une population de centres ostéoporotiques, c'est moins de 5 qui en bénéficieront. Et alors, va sortir dans les semaines ou mois à venir un médicament tout à fait révolutionnaire qui s'appelle le denosumab, qui probablement dans le commerce s'appellera le Prolia, en tout cas aux États-Unis il s'appelle le Prolia, et qui est un médicament qui s'injectera en sous-cutané une fois tous les 6 mois. Donc très intéressant, et dont le mode d'action est tout à fait palpitant, si j'ose dire, parce que c'est un médicament qui assimile finalement l'ostéoporose à une maladie de l'immunité, presque on peut dire. Et ce médicament rentre dans le grand groupe des biothérapies, qui sont des médicaments révolutionnaires qui agissent sur des paramètres de l'immunité, des antigènes, enfin c'est un peu compliqué, mais c'est très intéressant aussi, ça va arriver dans les semaines à venir, et ça aura une efficacité qui sera comparable à peu près à celle des bisphosphonates, peut-être même plus important encore. D'accord. Et puis dans ces cas-là, on parle effectivement, j'imagine qu'on réduit les effets secondaires que vous citiez tout à l'heure, comme les problèmes d'œsophagite. Ah oui, bien sûr. Tout ce qui est parentéral, c'est-à-dire administration non orale, ça peut être intramusculaire, en sous-cutané, en intraveineux,
n'expose pas au risque digestif des médicaments, enfin des bisphosphonates en particulier. Ça, c'est l'intérêt de la perfusion annuelle, c'est qu'il n'y a absolument aucun effet secondaire digestif. Il y en a peut-être d'autres qui sont des petits symptômes qui peuvent faire évoquer une petite grippette, mais pas plus que ça. Et puis c'est pas systématique. Ouais. Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'accord. Alors on a fait le point sur les traitements qui existent. Je voudrais quand même revenir sur le fait que la prévention c'est aussi un mode de vie, une hygiène de vie. Complètement. On le rappelle. C'est très important. C'est avoir une alimentation équilibrée. Avoir un ensoleillement minimal, c'est pas le bronzage à midi sur la plage, c'est pas ça du tout. C'est une demi-heure de marche à peu près une fois par jour, bon c'est pas énorme, et bras nus. Vous voyez que ça ne va pas très loin. C'est donc, mais ça c'est le minimum, on a le droit de faire du sport en plus, tout sport est bon à prendre, et il serait une erreur de considérer que quand on a découvert une ostéoporose par une densitométrie osseuse, il faut se mettre au lit parce que par crainte de fracture au moindre mouvement, ça serait une grossière erreur, au contraire il faut bouger. Et donc ça c'est l'aspect exercice physique, et l'aspect alimentation, il faut un minimum d'apport calcique. On estime que chez une femme au-delà de 50 ans, l'apport calcique, c'est l'OMS qui le dit, hein, l'apport calcique doit être de 1200 mg par jour. Il faut quand même un certain nombre d'aliments riches en calcium pour y arriver. Ou bien prendre une eau minérale riche en calcium. Et puis, bon, voilà. Alors, il ne faut pas manger trop salé. Parce que si on mange trop de sel, le sel en excès est éliminé dans les urines et le calcium suit le sel, donc sera éliminé également en excès. On aura une perte calcique urinaire exagérée. Il ne faut pas manger trop de protéines pour les mêmes raisons. Il ne faut pas, il faut pas boire d'alcool, tout au moins pas en excès. Le tabac est également un facteur de risque d'ostéoporose. Enfin, il y a bien entendu une hygiène générale de vie qui doit être adoptée. C'est vrai que quand on avance dans la vie, on a une perte de force musculaire, on a des troubles de l'équilibre. Et en plus, on laisse traîner des choses chez soi qui sont inutiles, des fils électriques, des carpettes qui glissent, etc. Alors, concernant le tonus musculaire et l'équilibre, il faut privilégier des sports qui redonnent un tonus musculaire correct aux membres inférieurs et qui luttent contre les troubles de l'équilibre. Par exemple, il y en a un qui est très à la mode, qui s'appelle le tai chi. C'est des mouvements un petit peu lents comme ça, mais qui redonnent un tonus intéressant et il n'y a pas de risque de chute, là vraiment. Et tout ce qui concerne l'environnement, bon, les animaux domestiques, c'est très utile, surtout chez les personnes âgées, ils aiment bien avoir un animal chez eux, mais il faut faire attention qu'il ne se glisse pas comme ça dans les jambes. Il faut vraiment essayer d'éviter les tapis glissants ou bien les coller au sol avec des pastilles adéquates. Les fils électriques doivent être vraiment fixés le long des plinthes et ne pas traîner au milieu d'une pièce. Il faut mettre des antidérapants dans les douches, dans les baignoires, des poignées dans les baignoires et dans les douches pour ne pas risquer de glisser. Enfin, tout un environnement de ce qu'on appelle la domotique qui doit être adapté à l'état des patients âgés et qui doit essayer de réduire autant que faire se peut le risque de chute. Et alors, il a été essayé chez les femmes à risque de fracture du col du fémur des protecteurs de hanches, qui sont des espèces de petits coussinets mous, élastiques, qui se mettent dans la culotte en regard des hanches, et qui sont pas totalement sexy, il faut bien le dire, mais bon, c'est pas forcément le... Voilà, et qui marchent bien à condition qu'on les mette, bien sûr, parce que s'ils sont dans la table de nuit, ça c'est pas très utile. Se casser une vertèbre, ou se casser le col du fémur, c'est un événement désagréable. C'est comme ça que c'est perçu. C'est douloureux, on perd de la taille, on respire moins bien. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que se casser le col du fémur, au-delà de 75 ans, c'est une fracture de la femme ostéoporotique âgée, la fracture du col. On peut en mourir. On peut en mourir. Donc, il faut savoir, par exemple, je vais vous donner deux statistiques qui sont assez frappantes. C'est qu'en France, je ne sais pas comment c'est en Algérie, mais en France, on meurt autant de l'ostéoporose par le biais de fracture du col du fémur que du cancer du sein. Alors le cancer du sein tue directement, si vous voulez, bien entendu. L'ostéoporose tue
indirectement par le biais d'une fracture du col du fémur, qui elle-même tue indirectement parce que on devient grabataire, on est moins autonome, on s'infecte les urines, les escarres, on s'infecte les poumons, etc. Mais en valeur absolue, le cancer du sein et l'ostéoporose tuent le même nombre de femmes chaque année en France. Et quand on prend une population de patientes qui s'est cassée le col du fémur, dont la morbidité est importante, c'est-à-dire les désagréments que ça peut occasionner, mais la mortalité n'est pas négligeable. Et à cet égard, elle doit être prise en considération, et c'est pour ça qu'elle est grande cause médicale ou problème majeur de santé publique, c'est tout à fait exact. Elle doit l'être. Voilà.